Je vais maintenant passer la parole à François Mali, à qui nous avons demandé de nous parler. Il faut éloigner le micro, mais si je l'éloigne trop, on n'entend plus. Là, c'est bien. Bon. À qui nous avons demandé de nous parler de l'évolution de la presse, et notamment par rapport à l'introduction de cette révolution qu'est l'Internet. Alors, est-ce que c'est un bienfait, une calamité, un instrument neutre qu'il faut savoir utiliser? François Mali. Eh bien, je pense que si Simenon avait écrit un Maigret aujourd'hui, il faut imaginer ce que ça pourrait donner avec l'Internet. Je me demandais est-ce que l'inspecteur Janvier enverrait un mail à la brasserie Dauphine pour obtenir des sandwichs à 1,5. Est-ce que Louise Maigret surferait sur des sites de cuisine pour améliorer ses recettes de fricando à l'oseille? Puis alors, le travail de Jules Maigret serait sans doute très différent avec les bases de données, les alertes. Ces promenades seraient sans doute interrompues entre le quai des Orfèvres et le boulevard Richard Lenoir par des textos, des mails, Bref, on a vraiment quitté un monde, qui était le monde, je dirais, du temps de la réflexion, et le monde où les journalistes, et c'est leur grand traumatisme d'aujourd'hui, avaient le monopole de l'information, ce qui est fini. Alors, on peut dater l'arrivée de ce bouleversement en 98, c'est quand le moteur de recherche Google est arrivé en France. Jusque-là, on travaillait comme pouvait travailler Maigret quand il faisait des enquêtes, c'est-à-dire qu'il fallait courir d'un commissariat à un tribunal, il fallait d'une administration à une autre, tout ça prenait énormément de temps, et puis soudainement, on a vu débarquer l'information petit à petit, parce qu'il n'y avait d'abord pas grand-chose sur Internet, et puis de façon beaucoup plus considérable. Il faut bien dire d'emblée que si la presse a changé, elle a changé à cause d'Internet, mais aussi à cause de deux autres facteurs très très importants. Le premier, c'est quand même, et c'est pour ça qu'il est dur de dire que Internet est responsable de tous les maux de la presse. Il y a eu un autre événement très important, c'est une crise de confiance entre les lecteurs et les journaux qui remonte à peu près à 1993. C'est quand La Croix a publié un premier sondage dont la question était fort simple. Il demandait si les événements racontés par les médias étaient, selon les lecteurs, fidèles à ce qui s'était passé. Ce sondage, il intervenait après, vous savez, cette affaire des charniers de Timisoara en Roumanie, affaire complètement montée de toutes pièces. Et la sanction a été rude, puisqu'on s'est aperçu que les Français, s'ils faisaient confiance à la radio, ne faisaient absolument plus confiance aux journalistes. Il y avait vraiment une rupture qui n'a cessé de s'accroître, puisque dans le dernier sondage de la Croix, les journalistes sont au plus bas niveau de la confiance avec les députés. C'est vous dire si on est tombé bien bas. Le deuxième mouvement, c'est que quand même, la contestation de l'autorité des journalistes, un peu arrogant, donneur de leçons, c'est lié aussi à une crise générale de l'autorité dans nos sociétés modernes, hein, que ce soit les professeurs, que ce soit la police, les médecins qui étaient des grands notables avec l'affaire du sang contaminé, ça s'est effondré. Donc est venu s'ajouter à tous ces bouleversements l'arrivée de ce média incroyable. Alors, on m'a demandé le meilleur et le pire, on va commencer par le meilleur. Le meilleur, c'est évidemment que pour les journalistes, aujourd'hui, quand on travaille et qu'on nous donne un sujet auquel on ne connaît rien, ce qui est fréquent, puisqu'il y a une très bonne définition des journalistes, je trouve, d'un sociologue qui dit « nous sommes des professionnels du flou ». C'est exactement ça. Un événement arrive, nous n'y connaissons rien, mais nous sommes les premiers à parler le plus rapidement possible. Donc il faut évidemment se documenter. Là où il fallait 3 jours pour rassembler des éléments à peu près concrets, un coup de souris, vous avez tout. Et quand je dis vous avez tout, par exemple, l'État s'y est mis. Ce que je veux dire, c'est qu'on était dans un pays, quand même, la France, qui est un pays où l'on adore le secret, où l'accès aux documents administratifs, notamment publics, même s'il est tout à fait légal, est extrêmement compliqué, et qu'avant, quand vous donniez un coup de téléphone pour avoir un document, ça dépendait du bon vouloir de la personne qui était là, c'est-à-dire généralement, à 90% des cas, on ne vous le donnait pas. Mais l'administration, elle a bien dû se mettre au pas, et on ne pouvait pas rester avec une administration française qui ne mettait rien en ligne
quand dans le monde entier, on avait énormément d'informations. Donc, incontestablement, l'État lui-même a changé, et ça a changé le travail des journalistes. Je vais vous donner un autre exemple. Avant, quand on interviewait quelqu'un, on ne savait pas grand-chose de lui. On savait ce qu'il avait écrit, on savait qu'il avait peut-être fait des livres. Aujourd'hui, sur Internet, en un quart d'heure, en sachant un peu se servir de l'outil, vous trouvez tout. Vous savez s'il détient une société, vous savez tout ce qu'il a publié, vous savez dans quelle conférence il est intervenu, vous savez sa situation de famille, toute chose qui facilite le dialogue quand on rencontre la personne. Si vous surfez sur les sites américains, par exemple, quand vous choisissez un médecin aux États-Unis, vous avez deux informations bêtes. Vous avez le diplôme du médecin dans n'importe quelle ville. Hein. Vous avez son nombre d'années d'expérience. Ça peut paraître bête, mais c'est pour certains tout à fait déterminant. Évidemment, aux États-Unis, la liste des assurances privées qu'il accepte de prendre. Bon, ce sont des petites informations, mais que nous n'avions pas avant et qui aujourd'hui bouleversent tout. Alors, Internet a créé d'autres bonnes choses. Internet a créé des sites nouveaux, je pense à Mediapart, à Politico, à des sites d'information rapides, dynamiques. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il est sans doute impossible de faire l'équivalent de ce qu'on a connu dans les journaux. Je veux parler de médias généralistes, capables de s'intéresser à la société, à la religion, au monde, parce que c'est devenu beaucoup trop onéreux. Néanmoins, on peut faire des choses formidables. La puissance des ordinateurs, la puissance de l'informatique et la numérisation de toutes les informations aujourd'hui permettent de faire des choses extraordinaires. On a l'exemple régulier de Wikileaks, qui, à partir de documents sur des clés USB ou des CD-ROM, permet de diffuser dans le monde entier des informations qu'on peut juger valables ou peu valables. Mais enfin, en tout cas, quand Wikileaks a publié en 2007 la vidéo, cette fameuse vidéo de la guerre en Irak, où on voit un hélicoptère américain qui tourne et puis qui, par la caméra embarquée, mitraille un groupe on entend le dialogue dans le cockpit du pilote qui dit oui, il y en a un, il est armé, il a un RPG-7. Alors après, vous avez la scène du mitraillage qui dure au moins une bonne minute. Puis bon, on apprend ensuite que le RPG-7 était une caméra et que les personnes visées, au milieu d'une dizaine d'autres, étaient 2 journalistes de Reuters. Toute chose qu'on ne peut plus savoir, puisqu'il faut bien savoir que maintenant, un journaliste, il ne peut plus couvrir un conflit comme on pouvait les couvrir dans les années 70. Les journalistes sont définitivement embedded et ils n'ont plus accès au terrain parce que c'est devenu trop dangereux et parce que les assurances demandent des coûts exorbitants. Donc, Wikileaks a permis de montrer ce qui se passait en Irak. Pas tout, bien évidemment, mais c'est grâce à Internet que cela a pu se diffuser. Et ça, c'est quand même très très important parce que plus personne ne peut diffuser ce genre d'informations. Moi, je réalise par exemple au point, je suis un des auteurs du palmarès des hôpitaux. Chaque année, on traite une base de données de 20 millions de lignes où figurent tous les patients français hospitalisés, évidemment anonymes, et où on peut savoir tout ce dont ils souffraient et tout ce qu'on leur a fait à l'hôpital. Ça a été une révolution pour les lecteurs et pour les professionnels, puisque le médecin de l'hôpital ne sait pas ce que fait le médecin de la clinique, on est encore un peu dans le secret, et cette publication, elle a incité aussi quelque part les administrations à se servir de l'outil Internet, à se servir de l'outil numérique pour évaluer mieux la qualité des soins et donc pour apporter des soins de meilleure qualité aux patients. Aujourd'hui, il est devenu impossible de ne pas trouver un livre, par exemple. Vous tapez n'importe quel titre de livre, même épuisé, vous allez le trouver sur le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, vous allez le trouver sur Google Books, Enfin, moi qui cherche beaucoup des livres, parce que je suis passionné d'histoire, subir un échec quand on recherche un livre aujourd'hui, c'est impossible. Avant, c'était la bibliothèque, ou alors il fallait les bouquinistes ou des libraires spécialisés, ça prenait un temps infini, alors qu'aujourd'hui, ils arrivent sur le paillasson au bout de 48 heures, ce qui est absolument sidérant, et ce qui quand même fait énormément progresser nos connaissances. Donc on ne peut pas nier que cet outil, dans ce domaine-là, est fondamental. J'ai l'exemple d'un autre site. Si vous allez sur le site des archives britanniques, bon, ce n'est pas du tout le cas des archives françaises, bien malheureusement, mais le site des archives britanniques, tous les documents sont en ligne. Vous tapez De Gaulle, vous avez 1100 documents qui tombent, libres d'accès dans la boîte mail. Quand même absolument formidable.
Donc on a accès même à des documents du passé qui permettent aux journalistes de véritablement travailler mieux et être mieux informés. Alors évidemment, le problème, c'est que on est aujourd'hui face à une désaffection de la presse. Il faut savoir que depuis 2000, 16 000 journalistes ont été licenciés aux États-Unis. C'est-à-dire c'est la première grande hémorragie dans la presse. Cette année, c'est la première année en France où il y a eu une baisse du nombre des cartes de presse. Ça n'était jamais arrivé. Et c'est lié, bien évidemment, à la grande crise que vivent les quotidiens et maintenant, depuis environ 2 ans, les hebdomadaires. Alors, évidemment, la raison est en grande partie liée à Internet. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les éditeurs de presse ont eu la folle idée de faire ce qu'ont fait les éditeurs de musique, c'est de donner l'information qu'ils faisaient payer avant. Ça n'a pas été une stratégie très intelligente, puisqu'on s'est retrouvé effectivement avec des lecteurs qui se disaient « mais pourquoi acheter le journal ?» Plein de bon sens. Et ça a été la première étape. La seconde a été de se dire « bon, ben, on va faire quelque chose de différent. On va faire en fait des agences de presse à côté du journal papier. » C'est ce qui se passe au Point. On en arrive à des paradoxes assez extraordinaires, c'est que notre service informatique, les effectifs ont été multipliés par 6, quand la rédaction, elle, baissait en nombre de journalistes. C'est compliqué de faire des meilleurs journaux avec moins de journalistes, même si les informaticiens talentueux permettent de diffuser l'information. En plus, l'informatique a un coût considérable qu'on ne voit pas. On se doute bien qu'un journal coûte cher, parce que c'est du papier, parce qu'il y a de la matière. L'informatique, l'Internet, on a l'impression que ça ne coûte rien. Mais avec les mises à jour de logiciels, avec les dizaines de personnes qui doivent travailler pour que tout ça ne nous claque pas à la figure à longueur de journée, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Il y a des prévisions pour la presse. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dit qu'il n'y aura plus de journaux papier en 2040, et c'est même un mouvement. On pense qu'en 2020, il n'y aura plus de journaux papier aux États-Unis. Les Américains s'en moquent totalement, puisque pour eux, c'est une évolution normale. Ils n'ont pas l'attachement peut-être que nous avons, nous, à la presse, même si c'est un grand pays démocratique, mais ça fait partie des évolutions classiques que nous, journalistes, évidemment, vivons très mal. Il y a un problème, évidemment. Moi, je suis rentré un jour dans le bocal où travaillent tous les jeunes journalistes d'Internet, et puis j'ai vu une amie qui est chef d'édition, et je la voyais devant 2 écrans. Alors, un écran où elle écrivait son papier, puis un deuxième avec exactement un écran de trader en bourse. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, c'est l'audience des papiers. Ça fait très très mal quand même, parce que quand vous êtes noyé dans un journal papier, vous n'avez pas de retour, ou très peu. Mais là, vous voyez votre papier. Et autre exemple, je me souviens d'un papier que j'avais fait sur un sujet que je connaissais bien, il y avait une échéance judiciaire, j'ai passé 2 jours à donner des coups de fil et tout, le papier a duré 17 minutes en ligne. C'est-à-dire vous le voyez sur la home page, vous le voyez dégringoler au milieu, et puis vous ne le voyez plus. Alors là, vous vous dites, il y a quand même un problème. Ben non, il n'y a pas de problème. La réalité, ça ne clique pas, parce qu'on est aujourd'hui dans la dictature du clic, le clic étant une monétisation immédiate. Alors, Pierre parlait de la Société des rédacteurs du Point, qui est une association qui existe pratiquement dans tous les journaux, de gens de bonne volonté. Il y a à peu près 80% des journalistes du Point qui y adhèrent. Et elle a pour but de faire respecter la déontologie. Depuis 3 ans, toutes les interventions de la Société des rédacteurs du Point ont eu pour cause des dérives liées à Internet, à cause de la rapidité, et puis à cause aussi du fait que pour faire des clics, de temps en temps, on fait n'importe quoi. Par exemple, il est difficile d'expliquer pourquoi on a consacré autant de papier sur Internet à la jeune Nabila, alors qu'on n'a jamais écrit une ligne dans le journal sur elle. Mais voilà, ça fait du clic. Et à partir du moment où ça fait du clic, on vous rétorque, oui, mais si tu n'aimes pas la pub, si tu n'aimes pas l'audience, on passe pour un affreux barbon et quelqu'un qui n'est pas moderne. Voilà. Donc le clic, c'est devenu vraiment l'étalon des journaux. Et pour le public, ça se double d'un autre problème. Quand on prend un journal, il y a un véritable accompagnement journalistique. Il y a une une, il y a des informations choisies en une, les plus importantes, puis ensuite il y a un accompagnement tout au long du journal, je dirais un accompagnement horizontal, où le journaliste accompagne le lecteur
la rubrique internationale, la rubrique société, etc., etc. Internet, vous prenez tout sur la figure en vertical. C'est un seau d'eau qu'on vous balance sur la figure. Et il n'y a plus aucune hiérarchie de l'information. Et c'est très troublant parce qu'en plus, on va intercaler avec des informations très importantes, des informations qui sont des informations frivoles. Alors, on a besoin aussi de frivoles, mais très vite, le rédacteur en chef du site, si on lui propose la guerre en Afghanistan contre un papier sur Nabila, il y a de fortes chances pour qu'il prenne Nabila. Voilà. Donc, c'est un vrai problème parce que, évidemment, nous journalistes, nous sommes confrontés à une lutte quasi quotidienne qui est aggravée par le fait qu'évidemment, dans un journal comme Le Point, j'ai compté l'autre jour, il y a à peu près 150 articles. 150 articles, c'est ce que le site du Point traite peut-être en 2 jours. Donc statistiquement, il y a beaucoup plus de risques d'erreurs, de problèmes déontologiques, de lignes jaunes franchies, et ça aussi c'est un vrai problème. Je précise une chose aussi, c'est que Internet, au Point, et c'est le cas dans tous les journaux, coûte 2 fois ce qu'il rapporte. Vous multipliez les sommes perdues en 10 ans, ça donne des sommes considérables, et évidemment, on n'a toujours pas gagné 1 centime avec Internet dans les journaux. Il n'y a pas de modèle économique pour Internet. Même les sites qui tentent de faire de l'information payante, en gros, un abonné numérique, il faut 5 abonnés numériques pour faire un abonné papier en valeur. Donc, comme nous avons à peu près 360 000, enfin mettons 380 000 lecteurs, il faudrait multiplier ça par 5, il faudrait 1,5 million de lecteurs numériques pour faire le même chiffre d'affaires aujourd'hui qu'un journal papier. Si Le Point demain décidait de passer totalement sur Internet, il économiserait 65% de ses dépenses, mais il perdrait 90% de ses recettes. Donc même cette optique-là n'est pas jouable. Il y a peu d'exemples d'ailleurs en France de sites, de journaux qui n'aient pas de site Internet. Il n'y en a qu'un. Je vous conseille de lire la page de garde du Canard enchaîné, puisque la page de garde dit, bon ben, on a fait cette page d'accueil parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu nous voler le nom, donc il faut bien qu'on soit là. Deuxièmement, il y avait des gens de bonne volonté qui disaient « Ah, les gens du Canard enchaîné, ils sont trop vieux, ils ne peuvent pas faire un site Internet, donc on va le faire pour eux. » Ils ont dit « Non, ça non plus. » Et puis c'est très désinvolte, puisqu'ils disent peut-être qu'un jour on mettra des archives, on verra, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Il n'empêche que le Canard enchaîné a vu ses ventes baisser pour la première fois depuis 2 ans, et que même un journal comme celui-là, dont tout le monde... Pardon. Même un journal comme le Canard, dont tout le monde a toujours dit qu'il resterait un journal qui se vendrait toujours, ça commence déjà à aller mal. Alors, il y a des bouleversements technologiques qu'on ne pouvait même pas imaginer. En juin 1994, pour la première fois, il y a eu un robot journaliste aux États-Unis qui a publié un papier. C'était dans le Los Angeles Times, et le Los Angeles Times est relié à des tas d'organismes qui émettent des informations. Là, en fait, c'était l'organisme qui mesure toutes les secousses telluriques. Et l'organisme a envoyé 6,6 sur l'échelle de Richter. 4 minutes après, il y avait un papier en ligne qui donnait cette information avec un papier autour. C'est très simple à faire. Vous avez l'information, vous déclenchez une base de données sémantique. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de commentaire, il y a juste l'information et un papier de 1500 signes qui vous rappelle les derniers événements, les précautions à prendre. Bref, on paramètre, on écrit le papier au sens informatique du terme, on va piocher dans une base de données, on reproduit. Pour la première fois, le monde a adopté cette méthode il y a quelques mois pendant les élections cantonales. Ça leur a permis de descendre jusqu'à des cantons de moins de 200 personnes. Ils ont estimé que s'ils avaient dû faire ce travail, il aurait fallu, je crois, 58 journalistes de plus. Donc voilà, nous sommes maintenant confrontés à des robots journalistes. Et on peut imaginer le développement de ces robots, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter aux secousses sismiques ou aux élections cantonales. Ça va aller beaucoup plus loin, et ça veut dire que les journalismes qui bâtonnaient de la dépêche, comme on dit, qui réécrivaient les dépêches AFP, les journalistes, on va dire, moyens, dans des secteurs moyens, sont condamnés à mort.
C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à ajouter vraiment de la qualité, une valeur ajoutée, comme on dit maintenant dans les journaux, à l'information, ben vous êtes condamné. Alors évidemment, il y a la frénésie de l'information. Tout le monde dit on est submergé, c'est terrible, on ne peut plus rien délier. Alors moi, j'ai trouvé une phrase, vous voyez, une phrase assez ancienne. Mon inquiétude sur le journalisme actuel, c'est l'état de surexcitation nerveuse dans lequel il tient la nation. Aujourd'hui, remarquez quelle importance démesurée prendre le moindre fait. Quand une affaire finit, une autre commence. Les journaux ne cessent de vivre dans cette existence casse-cou. C'est vrai. C'était Émile Zola dans Le Figaro en 1888, donc on voit bien que ça n'est vraiment pas nouveau. Ça a toujours été le sujet. Chaque fois qu'un journal se crée, on dit « Ah là 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 là, on n'en peut plus, il y a trop d'informations ». Non, les gens sont avides d'informations. De là à les faire payer pour de l'information, c'est très 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 différent. Alors, certains chercheurs ont essayé de déterminer quel allait être l'avenir de la presse et comment on pouvait travailler. Il y a une chercheuse formidable qui s'appelle Angèle Christin, qui est une doctorante de l'école des hautes études en sciences sociales et qui est doctorante à Princeton aussi. Et pendant 2 ans, elle a enquêté dans 8 rédactions web, 4 françaises, 4 américaines. Elle a mené plus d'une centaine d'entretiens avec des journalistes, elle en a tiré des enseignements. Elle a appelé sa thèse « Clic ou Pulitzer », ce que je trouve être un excellent titre. Et elle raconte que sur le net, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, il y a quand je disais un article qui ne marche pas. Et elle répond « Oui, mais ce n'est pas du tout le problème du lecteur. C'est que soit il est mal titré et les moteurs de recherche le voient mal, il n'est pas happé par l'énorme machine qui va le mettre en scène. Donc il suffit parfois de changer le titre d'un papier pour arriver à le rendre attractif. Ce qu'on savait, nous, journalistes, il fallait faire des bons titres. Mais ça n'était pas stratégique à ce point. Entre tuer un papier, il faut se donner les moyens de comprendre pourquoi un papier ne marche pas. Elle dit que la jeune génération des journalistes est complètement rentrée dans la stratégie du clic. Et pour une autre raison, c'est que, instinctivement, quand vous avez ce retour du lecteur, eh bien vous êtes valorisé. Ce n'est pas seulement une valeur d'argent, c'est que le journaliste qui voit qu'on clique son papier, il se sent valorisé. Et on sort un peu de l'aventure collective que doit être un journal. C'est-à-dire avant un journal, il se vendait bien, on avait fait un bon journal, c'était toute une équipe, on ne pouvait pas distinguer qui dans l'équipe était plus pertinent que l'autre. Et même si quelqu'un faisait un papier sur un sujet ennuyeux, mais qu'il fallait faire parce que c'était important pour le lectorat, eh bien aujourd'hui c'est fini. Donc ça apporte une valeur aux journalistes, et évidemment c'est très tentant de faire des papiers qui cliquent de plus en plus, mais pas forcément des papiers de qualité, des papiers qui vont attirer le regard, qui vont attirer le clic, et qui vont donc beaucoup plaire au rédacteur en chef, qui verra qu'il a un journaliste qui est capable d'attirer des revenus publicitaires. Quant à la qualité du papier derrière, ça c'est un autre problème. Alors, il faut savoir que les calculs qui ont été faits, c'est que dans les rédactions web, cette chercheuse raconte qu'on a calculé qu'un journaliste met 20 minutes à écrire un papier de 3 paragraphes et que dans une journée, il peut en faire 30. Donc, vous imaginez la pression qu'il y a sur les journalistes. On ne parle même pas des sujets. On n'est plus dans quel sujet, est-ce qu'il y a quand même des sujets plus difficiles que d'autres, peu importe. 30 papiers dans la journée. Et sur certains sites, les rédacteurs en chef qui étaient un peu ennuyés de ce harcèlement, de cette façon de travailler, ils ont proposé à leurs journalistes de dégager 1 mois dans l'année pour faire des sujets au long cours. Donc ils ont ouvert une sorte de guichet qui permettait aux journalistes de venir et de proposer des sujets qui seraient financés. Et là, surprise, personne ne s'est présenté parce que les journalistes disaient on ne sait plus faire. C'est-à-dire qu'à force de bâtonner des papiers, on perd la capacité à s'intéresser à des sujets, à se plonger dans des sujets. On est même un peu perdu d'ailleurs, sans l'encadrement et sans cette frénésie de l'information. Résultat, on n'est même plus capable de faire ça. Par contre, elle livre une donnée très intéressante, c'est qu'elle a examiné, ce que personne n'a jamais fait d'ailleurs, je ne crois même pas au journal, elle a examiné les audiences des papiers sur 5 ans. Et elle s'est aperçue que les papiers les plus lus, c'était les papiers les plus longs et les plus fouillés. C'est-à-dire qu'il y a une immédiateté, il y a les gens cliquent très vite sur le moment, puis après on oublie. Parce qu'évidemment, nous aussi, on est dans l'immédiat. Et quand on fait l'analyse, on s'aperçoit
que sur le long terme, les gens qui ont besoin de papier dans tous les domaines spécialisés, ils vont automatiquement aller vers ces papiers-là. Et quand on cumule ces audiences, on s'aperçoit que ces papiers-là, en fait, sur le temps, sont très lus. Ce que je crois aussi, parce que je pense que la bonne information, si vous tapez le bon mot-clé sur Internet, vous trouverez toujours les bons papiers. Hein. Et curieusement, ils sont assez souvent en tête, ce qui prouve qu'ils ont été énormément consultés. Enfin, tout ça pour dire que nous, journalistes, moi j'ai connu les deux périodes, j'ai commencé en 83 jusqu'en 98, puis l'autre période maintenant. L'invention de l'imprimerie, oui. Non mais, je me souviens que quand je suis rentré à François, je me souviens d'un journaliste qui couvrait les sports et qui m'avait dit « Ah, heureusement, j'ai pu louer la cabine téléphonique. » Eh bien, il était dans la province et il y avait un match dans une petite ville de province et il y avait 4 cabines téléphoniques. Et il fallait bien téléphoner les résultats du match à la sténo. Et donc, ils avaient l'habitude de payer des gens en disant « Vous restez dans la cabine, je reviens après le match. » Les gens restaient dans la cabine et ils interdisaient l'usage du téléphone au quidam moyen. C'était un de nos privilèges, voilà. Évidemment, il n'y avait pas de portable, c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, les résultats du match sont tweetés, facebookés, sont sur Internet et puis accessoirement sur la version papier. Alors évidemment, autre problème, c'est que il y a des sites américains, la première chose qu'ils ont faite, ils ont coupé toutes les rubriques internationales. L'étranger, première victime de l'information, parce que ça clique pas, parce que les gens s'en fichent. Voilà, déjà dans les journaux, on a vu au point le service étranger diminuer d'effectifs. C'est quand même ennuyeux de ne plus avoir de vue sur l'information internationale. Voilà, mais je pense quand même que, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Il va donc falloir s'adapter. Le vrai problème, en fait, c'est que dans les 2 à 3 années, il va falloir vraiment que les modèles économiques lancés marchent. Alors, le grand espoir, c'est l'iPhone. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'un directeur de la rédaction, quand il conçoit le journal, il ne conçoit plus à partir de la version papier. Il conçoit son journal à partir de ce que le lecteur trouvera sur écran, sur l'écran de son portable, qui est devenu vraiment la vraie révolution. Alors ça pose un problème de logiciel pour nous dans nos têtes. C'est que nous, on a toujours en tête les doubles, les photos, mais là, ça n'a aucune importance. Là, c'est ce qu'on trouvera sur l'écran. Donc la photo, on a beaucoup moins, ou très peu, les textes doivent être courts. C'est quand même une façon de voir l'information très dérangeante, très limitée, d'autant que peu de choses sont venues se créer pour supplanter cette information-là. Voilà. Alors, pour finir, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup de Camus, qui dit à peu près tout sur ce sujet. C'était en décembre 1944, et en décembre 1944, quand il revient dans l'imprimerie de François et qu'il lance Combat, il voit reparaître Paris Match, les ballets de l'opéra, alors qu'on se battait encore une semaine avant dans Paris, et puis des journaux truffés d'erreurs. Et à ce moment-là, il écrit son accroche de papier dans Combat, c'est « On veut informer vite au lieu d'informer bien, la vérité n'y gagne pas ». Bon, merci François. Alors, je vais quand même défendre un peu le point. Alors, la description qu'a fait François est rigoureusement exacte, mais bon, il se trouve que c'est le journal que nous connaissons le mieux, évidemment, et pour cause. Mais évidemment que c'est la même problématique dans la totalité des titres de la place. Donc, problème de crédibilité de l'information, car effectivement, là, on a parlé quand même des sites des journaux, où il y a quand même un contrôle minimum, mais il y a aussi sur Internet des tas d'informations qui sont diffusées sans aucun filtre. Alors c'est quand même assez dangereux parce qu'il y a une espèce d'égalisation de l'information, vraie ou fausse. On a vu prospérer des théories révisionnistes, là, du genre le 11 septembre n'a pas eu lieu, la Terre est plate, que sais-je encore. Et c'est pris à peu près au même niveau que le reste. Problème de crédibilité, problème de stratégie dans les journaux, parce qu'effectivement, la tentation, c'est de faire du clic, mais il ne faut pas non plus abîmer l'image du journal quand le site web est le complément
ce qui est souvent le cas, la plupart des cas d'ailleurs, d'un support papier. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le contenu quand même du web et le support papier. Il ne faut pas qu'il y ait de dérapage de méthodes trop aguicheuses parce que ça risque quand même de perturber les choses. Et puis enfin, évidemment, on en a dit un mot, le modèle économique que personne n'a trouvé, ni aux États-Unis, ni nulle part dans le monde, sauf quelques phénomènes de niche, de sites très spécialisés, avec une clientèle particulière qui peuvent arriver à équilibrer. Mais des journaux généralistes, il y a là évidemment un problème de rentabilité, parce que c'est vrai que dès qu'on fait payer les gens, il y a moins de visites. Alors moi, je peux en parler un peu, parce que je fais un éditorial régulièrement sur le .fr, donc le support numérique du Point. Alors, il y a une méthode, c'est que quand il y a beaucoup de clics, d'un seul coup, ça devient payant. Alors là, évidemment, le nombre de clics diminue instantanément, parce que quand il faut payer pour accéder, voilà. Mais il y a un calcul qui est fait, parce que si ça génère quand même quelques abonnements, voilà, ça permet de rentabiliser un peu. Mais pour l'instant, dans la plupart des journaux, c'est quand même le support papier qui continue à générer des recettes, et les sites web génèrent plutôt des pertes. Alors c'est un modèle évidemment compliqué. J'ajoute que pour ce qui est de la presse écrite, il y a aussi un phénomène, c'est la diminution des points de vente. Il y a des 1000 ou 2000 points de vente qui disparaissent chaque année en France. Je crois qu'il y en avait 30 et quelques mille, et qu'il y en a maintenant 28 000. Donc évidemment, alors ce sont souvent des petits points de vente, mais bon, c'est en partie compensé par la distribution en grande surface, puisque vous avez pu remarquer que dans les grandes surfaces, il y avait maintenant souvent des journaux, donc ce n'est pas négligeable, mais il y a quand même une diminution des points de vente. Et pour ce qui est par exemple des kiosques dans les grandes villes, et je pense à Paris, il faut dire que le métier de kiosquier est un métier de bagnard qui n'est pas bien payé. Les gens font des horaires invraisemblables, c'est plutôt 70 heures que 35. Les kiosques de co, là, il faut savoir qu'il n'y a même pas de toilette à l'intérieur. Hein. Le gars qui est là depuis 6 heures du matin, s'il veut aller se laver les mains, comme on dit dans les bonnes maisons, il faut qu'il aille au bistrot du coin. Voilà. Bon. Enfin, c'est quand même et les marges sont très faibles par rapport aux pays voisins, à l'Allemagne par exemple, où les marges des kiosquiers sont beaucoup plus importantes. Donc, alors on n'a pas parlé de l'autre aspect d'Internet, mais on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire l'utilisation au fond de l'Internet pour des causes tout à fait discutables. Enfin, je pense évidemment aux sites terroristes, je pense aux sites pédophiles, etc. Bon, il est évident que là, on tombe dans une autre problématique. Merci François Mali.